Voilà. Donc le débat ce soir, et je vais commencer par Jean-Philippe Cala, donc cancérologue de Manosque. Donc on va surtout parler de la santé des agriculteurs. Vous habitez en milieu rural. Alors dites-nous un petit peu à Manosque. C'est vrai que vous ciblez la cancérologie, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous observez un petit peu dans les Alpes de Haute-Provence? Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans deux sites, à la ville et à la campagne, plus à la campagne, en plus. Donc, c'est vrai que j'ai pas, les agriculteurs, j'ai pas de type particulier de cancer chez les agriculteurs. Par contre, les études, il y a des études qui ont été faites, qui ont montré quand même l'impact de l'utilisation des pesticides sur certaines pathologies cancéreuses et notamment les lymphomes. Les lymphomes, c'est des maladies des ganglions. C'est l'impact des pesticides donc qui allait se fixer un petit peu sur les ganglions et qui entraînait à long terme une augmentation des lymphomes chez les agriculteurs. Donc par l'utilisation des pesticides. Également, on a des cancers émergents dont on n'arrive pas à expliquer pourquoi ils émergent. Ça vient pas non plus totalement de l'alimentation. Il y a les cancers du pancréas qui sont en pleine émergence. Des cancers digestifs, ça on sait, qui sont liés à l'alimentation, notamment les cancers du côlon. Ça a été prouvé notamment par des études où on montrait des populations de migrants, et notamment les Japonais qui migraient aux USA et qui donc avaient des plus fortes fréquences de cancer du côlon. Pareil pour les cancers du sein. Voilà un petit peu ce qu'on observe. En tout cas, à Manosque, que ce soit à Manosque ou à Aix, puisque je travaille aussi à Aix-en-Provence, on a un petit peu les mêmes types de cancers, sans individualisation particulière. Mais je voudrais revenir sur le thème un petit peu de la soirée, qui était les pesticides et l'impact sur la santé, dans un premier temps des agriculteurs, puisqu'on a montré surtout ces impacts sur les lymphopathies, donc ces lymphomes, ces maladies des ganglions. Également un impact aussi sur les tumeurs cérébrales, donc un risque augmenté chez les gens qui utilisent des pesticides à forte dose et à long terme, avec un risque qui a été multiplié par 2,5 fois. Donc, sachant que bien sûr les cancers, c'est un problème multifactoriel avec d'autres éléments qui interviennent, à la fois génétiques. Tout à fait. On n'arrive pas à sortir, c'est vrai, quelquefois un risque particulier d'une substance. C'est vrai c'est polyfactoriel effectivement, et c'est pour ça que les indemnisations notamment sont quelquefois difficiles à obtenir, puisque les patients ils sont plutôt tabagiques, donc on va mettre ça sur le compte du tabac, un petit peu l'alcool, un petit peu l'obésité, et donc il n'y a pas un risque qui arrive à sortir, mais en fait quand même sur les lymphomes on est arrivé à mettre en exergue au niveau de la population des agriculteurs qui sont normalement vivent au grand air et ne devraient pas avoir de pathologie cancéreuse, je dirais, cet impact des pesticides. Sauf peut-être les mélanomes pour l'exposition au soleil. Alors Olivier Pascal, donc vous êtes au cœur de l'utilisation de tous ces produits. Alors d'abord, pour vous dire que nous avions invité la Mutualité sociale agricole, qui n'a pas souhaité nous répondre d'ailleurs. Nous attendons toujours la réponse positive ou négative. Alors, est-ce qu'elle vous informe des risques potentiels de ces produits toxiques? Est-ce que la prise en charge médicale, notamment maladie professionnelle, du Parkinson, voire de l'Alzheimer, est reconnue? Et est-ce que ça avance? Où on en est? Pour essayer de répondre à votre question, je pense que la MSA joue son rôle de sensibilisation et d'information auprès du monde agricole. C'est vrai que c'est peut-être dommage qu'ils soient pas là ce soir pour s'expliquer. Mais bon, ils jouent leur rôle d'information, ils participent à des formations, une formation qui a été mise en place cette année et auquel tous les agriculteurs devront être présents. Comment? Être présent d'ici 2014, qui est la formation Certifito, donc qui a pour but de nous sensibiliser sur l'utilisation des pesticides, de nous expliquer comment se protéger au mieux face à l'utilisation de ces produits-là, et de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible à la fois sur l'agriculteur et à la fois sur l'environnement.
Et ces formations existaient avant ou étaient-elles obligatoires ou pas, ou c'est nouveau? Alors c'est quelque chose qui est nouveau, qui est en train de se mettre en place petit à petit. On a jusqu'à 2014 pour pouvoir former tous les agriculteurs en France. Donc il y a 500 000 personnes à faire passer en formation. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose je pense que ça répond à une attente du citoyen. Ça répond aussi à une attente du monde agricole. C'est quelque chose qui est nécessaire et dont on se plie bien volontiers. Merci Olivier. Donc nous allons interroger maintenant Éric Menat, donc qui est président de l'association Santé Environnement Sud-Ouest, qui est donc fait partie de Santé Environnement en France. Et merci d'avoir relancé de façon très énergique l'association dans l'ouest de la France. Donc vous êtes nutritionniste, généraliste, oncologue médical et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Donc je vais citer l'ostéoporose, mais aussi la diététique du diabète. Donc vous êtes parfaitement au point sur le problème de nutrition. Alors on lit partout 5 fruits et légumes par jour. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors quels fruits, est-ce que c'est vrai, quoi? Bon, ce message 5 fruits et légumes, évidemment, si on se base sur un plan purement marketing, communication, moi je trouve qu'il a été assez efficace parce qu'on a vraiment l'impression que les gens ont pris conscience qu'il fallait manger plus de fruits et légumes. Si la question est de dire est-ce que ça suffit de dire ça, évidemment non. Et la question c'est est-ce que ça suffit, est-ce qu'il faudrait rajouter 5 fruits et légumes bio ou est-ce qu'il faudrait rajouter 5 fruits et légumes puis aussi les huiles et puis Alors je vais me faire un ami ce soir, je vais prendre 1 minute pour raconter une histoire très rapide. Il y a 150 000 personnes qui meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. 50 000 personnes, un tiers meurent à cause de ce qu'elles mangent, directement des accidents cardiovasculaires à cause de ce qu'on mange. Ce qui est d'ailleurs en l'occurrence 10 fois plus que le nombre de morts sur la route, et vous n'avez pas remarqué qu'il y avait 10 fois plus de publicité pour apprendre aux gens à manger, alors qu'on a des très bonnes publicités qui sont très bonnes pour la sécurité routière. Donc il y a aussi cette question. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est 50 000 personnes qui meurent chaque année à cause de ce qu'elles mangent, et seulement pour le cardiovasculaire, on pourrait parler du cancer, si ces 50 000 personnes avaient mangé bio, elles seraient mortes quand même. Parce que des frites bio, c'est toujours des mauvais acides gras. Des hamburgers bio, c'est toujours des graisses saturées qui vont créer des cancers du côlon. Donc, je dis ça parce que, bien sûr, il faut être très attentif à beaucoup de choses, mais déjà aux grandes lignes. Et donc 5 fruits et légumes, oui. Et puis il faudra aller plus loin sur d'autres messages. Et d'ailleurs, je signale, parce qu'on fait des petits messages, c'est pas 5 fruits et légumes, c'est 3 légumes et 2 fruits, parce que les gens qui traduisent 5 fruits, et 5 fruits, c'est pas très bon pour la santé, c'est trop de sucre. Oui, Éric Menat, on entend bien, mais est-ce que quand même l'alimentation et le bio notamment, c'est quand même mieux pour la santé? Oui. Par contre, c'est sûr que il y a un certain nombre d'études qui ont critiqué récemment le bio en disant finalement il n'y a pas tant de vitamines que ça en plus et donc ça fait pas une très grosse différence pour la santé. C'est vrai. Il y a un peu plus de vitamines, mais c'est peut-être pas ça la différence. La différence dans le bio, c'est ce que ça n'apporte pas. Et c'est certain qu'il y a une prise de conscience importante et on la voit d'ailleurs dans l'agriculture, un certain nombre de personnes essaient d'avoir une agriculture plus saine. Il y a l'agriculture raisonnée qui est la porte ouverte à du bio ensuite et tout ça à mon avis va dans le bon sens. Mais je vais encore enfoncer le clou parce que j'ai beaucoup aimé l'étude qu'a présentée le docteur Halimi tout à l'heure. Sur quoi on peut vraiment agir? Là, on peut agir en achetant des légumes bio, des fruits bio. On peut aussi acheter des fruits et légumes aux petits maraîchers, chez les petits producteurs qui sont pas forcément bio, qui vous apporteront des produits de bonne qualité, et les laver, les éplucher correctement. Et à mon avis, le risque est beaucoup moindre que ce qu'a montré tout à l'heure Patrice, en montrant les risques de l'alimentation industrielle. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup plus peur de l'alimentation industrielle transformée qui contient beaucoup de pesticides, de colorants, de conservateurs. Et je remarque que pour l'instant, je sais que les résultats sont pas définitifs pour l'étude, mais on a retrouvé des conservateurs, on n'a pas retrouvé des pesticides en quantité importante. Et je crois qu'il faut vraiment... où est-ce qu'on peut agir? Il disait, j'ai beaucoup aimé ça, il faut qu'on soit acteur. On peut être acteur déjà en achetant des produits frais, et je préfère des produits frais pas totalement bio que des produits industriels. Donc Christophe Gaveau, racontez-nous un peu votre engagement donc dans ce grand hôtel
et cette restauration très connue sur Aix sur les produits locaux, les produits de saison. Engagement, c'est un bien grand mot entre guillemets, mais de toute façon, la seule chose qu'on est obligé, c'est de manger. Donc autant manger bien, et autant manger des bons produits si possible, quoi. Je dis si possible parce que ça dépend évidemment des budgets, ça dépend de beaucoup de choses et de beaucoup d'impératifs. Nous, on a la chance à la villa on a la chance d'avoir un budget assez conséquent pour faire manger nos clients, parce que nos clients eux-mêmes ont un budget assez important. Maintenant, est-ce qu'il faut aller sur le bio, est-ce qu'il faut pas aller sur le bio? Sur ce sujet, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers le goût. Le bio, oui. Maintenant, il y a un surcoût économique, évidemment. Nous, à la villa, on a mis à la carte cette année un saumon bio. Le saumon est peut-être un des poissons les plus populaires qui soit consommé. Il y a une vingtaine d'années, ça coûtait assez cher le saumon. Maintenant, ça vaut plus rien du tout. Et nous, on a mis le saumon bio parce j'avais envie de mettre le saumon parce que le saumon, c'est une cuisson assez intéressante en mi-cuit. Seulement, si on va sur du saumon normal et que je le propose à la Villa Galicie, je vois pas l'intérêt. Maintenant, aller sur du bio, en sachant qu'il a une qualité gustative et une qualité au niveau des fibres qui est meilleure, oui, à ce niveau-là, c'est intéressant. Maintenant, aller sur le bio, pour aller sur le bio, j'en reviens à ce que disais avant, je vois pas l'intérêt. Et est-ce que vous avez finalement, si vous désirez aller sur le bio, suffisamment d'agriculteurs qui vont pouvoir vous fournir? Parce que vous pouvez avoir un turnover important. Après, c'est le problème. Sur le saumon, oui, sur le saumon, il n'y a pas de souci parce qu'il y a un marché là-dessus. Maintenant, si je veux faire de la fraise bio, par exemple, nous on attaque la fraise à la villa sur des recettes au début mai et on va jusqu'à fin août, fin septembre. Est-ce qu'il y a un producteur en Provence, pas très loin d'ici, qui va pouvoir me fournir de la fraise bio pendant 5 mois et à 2 ou 3 kilos par jour? Personnellement, je ne sais pas. Je sais que mon maraîcher, il arrive à me fournir de la fraise et à 90% de la fraise de pays qui vient d'ici. Maintenant, est-ce qu'il peut me fournir de la fraise bio? Premièrement, est-ce que je peux accéder à ce marché et sur une durée et à un coût qui, moi, économiquement, qui soit raisonnable. Merci Christophe. Alors Olivier Pascal, vous qui vendez vos légumes, donc vous avez vu, on a fait la promotion des légumes de saison et de pays. Est-ce que vous faites de la vente directe d'abord? Et est-ce que vous conseillez les gens qui ne savent pas cuisiner, puisqu'il va bien falloir que tout le monde s'y mette? Est-ce que vous les conseillez? Est-ce que vous avez une action propre dans ce sens-là? Oui, de la vente directe, oui. Je fais un peu de vente directe sur mon exploitation. Alors c'est pas des fruits et légumes. Moi, c'est plus axé viande. Donc c'est que je fais découper mes bêtes et je vends en direct. Et c'est vrai qu'on a une problématique dans la viande, c'est que sur une caissette, il y a environ 60% de pièces à griller et 60% et 40% à bouillir. Et on voit que dans les consommateurs, les plus jeunes achètent la viande, achètent mes caisses de viande. Et les pièces à bouillir les donnent aux parents parce qu'ils ne savent plus cuisiner et voilà. Et c'est sûr qu'il y a sûrement une éducation à revoir et pas une éducation à refaire, une éducation culinaire quoi, pour faire en sorte que les gens et notamment les jeunes reviennent plus sur la cuisine. Mais bon, après ça on est dans une société de consommation, on est dans une société où c'est qu'il faut aller de plus en plus vite. On n'a plus le temps on prend plus le temps de faire la cuisine et donc on n'a pas appris à le faire et c'est une véritable problématique. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sens où c'est que quand on vend nos produits, il faudra peut-être glisser une recette avec, mettre un mode d'emploi comme on a des modes d'emploi sur tous les autres produits. Sur toutes les autres produits facturés qu'on peut acheter, mettre un mode d'emploi avec la viande, un mode d'emploi avec les fruits et légumes. Voilà. C'est en effet une excellente idée. Messieurs, merci, on est parfaitement